docteur en biologie cellulaire et moléculaire. Bonjour David. Bonjour. J'ai rien oublié? Non, rien. On va commencer avec Sandrine Weiss, qui est journaliste pour sa chronique Santé au travail. Bonjour Sandrine. Bonjour. On va parler aujourd'hui d'un problème éminemment français, qui est l'alcool au bureau. On dit que l'alcool tue lentement, mais pas seulement. En entreprise, c'est un vrai fléau responsable d'accidents du travail, parfois mortels. Oui. L'alcool est responsable de 20% des accidents du travail et de la moitié de ceux qui sont mortels. C'est beaucoup. Et puis on estime que la baisse de productivité en entreprise liée à la consommation d'alcool coûterait aux entreprises 1,5% de leur masse salariale. Donc avec ces chiffres, rien d'étonnant si l'entreprise s'empare de ce problème de santé publique. Alors ce qu'on ne sait pas trop, c'est que l'entreprise non seulement peut faire quelque chose, mais c'est légal, c'est obligatoire, Exactement. Elle doit faire quelque chose. Exactement, vous avez tout dit. Le Code du travail prévoit que l'entreprise doit assurer la sécurité de ses salariés, ce qui veut dire concrètement que si un ouvrier en état d'ébriété se blesse sur une machine, l'entreprise est tenue responsable. L'entreprise est aussi responsable des dégâts que ses salariés peuvent causer à des tiers. Donc, autre exemple, si un commercial dans une tournée arrosée renverse un piéton, là aussi l'entreprise est responsable des dommages causés aux piétons. C'est quand même bien de rappeler dans notre pays que la consommation d'alcool est interdite sur les lieux de travail. Oui, théoriquement. Alors d'alcool fort. D'alcool fort. Ça, c'est un autre point. Ça, c'est les nuances remarquables. C'est un autre point du Code du travail. L'entreprise doit interdire la consommation d'alcool fort au sein de ses locaux. Très honnêtement, c'est moyennement respecté, notamment dans les petites structures. Je pense que tout le monde ici a bu un jour ou l'autre une flûte de mousseux ou de champagne dans un pot au bureau, sauf Michel qui n'aime pas ça. Mais voilà, c'est... Vous connaissez bien, vous. On a une idée de l'ampleur du phénomène? Combien le pourcentage de salariés touchés dans les entreprises? Oui, on estime que 8% sont concernés par une addiction à l'alcool. Ça veut dire qu'à un moment de votre carrière, vous avez des chances de croiser ou un chef, ou un collègue, ou un collaborateur concerné par une addiction à l'alcool. Je vous souhaite de ne pas rencontrer les trois en même temps. Il y a des secteurs qui sont un petit peu plus concernés que d'autres, le BTP, l'industrie, l'hôtellerie, et les hommes le sont un petit peu plus que les femmes. Et comment on peut détecter les salariés qui seraient touchés? Alors justement, c'est un point difficile parce qu'un salarié qui a une addiction à l'alcool va déployer des trésors de créativité pour cacher cette addiction. Alors ce sont ce qu'on appelle les signaux faibles, quand ils s'additionnent, qui vont mettre la puce à l'oreille. Par exemple, des difficultés d'élocution, un parfum excessif, du chewing-gum à toute heure, des propos parfois incohérents. À ce moment-là, une fois que le cas est détecté, il y a deux options pour l'entreprise. Ou bien on envisage un licenciement, ou bien on aide le collaborateur à se sortir de ce problème. C'est cette option. On va partir dans l'empathie, on va essayer de voir l'hypothèse la plus sympa. Voilà. Il y a le problème de l'entretien, parce qu'il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Oui. Alors, dans l'entretien, il faut éviter des termes brutaux du type vous êtes alcoolique. D'abord parce que c'est dégradant, et en plus, je le rappelle, l'alcoolisme est une maladie. Donc, on n'a pas à faire de jugement de valeur en entreprise là-dessus. Donc, il va falloir être plus factuel et dire, donc, dans cet entretien entre la hiérarchie et le collaborateur, vous avez tenu des propos incohérents en réunion, c'est pas la première fois qu'on me rapporte ce genre d'incident. Est-ce lié à un problème d'alcool? Au boulot, quoi. Exactement, et en s'appuyant sur des choses factuelles sans dire vous êtes alcoolique, on pose la question simplement est-ce un problème d'alcool? Et puis là, on va proposer très vite aux salariés un plan d'action qu'il est libre ou pas de refuser d'ailleurs. Et dans ce plan d'action, on va mettre dans la boucle le directeur des ressources humaines quand il y en a un, la médecine du travail, et puis aussi un cabinet spécialisé en addictologie. Alors justement, qu'est-ce qu'ils proposent ces cabinets spécialisés qui sont très mal connus? Alors, ces cabinets spécialisés en addictologie fonctionnent un petit peu comme des organismes de formation, c'est-à-dire qu'ils vont proposer un accompagnement du salarié pendant 4 à 6 mois avec des groupes de travail, des rendez-vous. Ça se passe avec des médecins et avec des consultants. Et puis en dehors de ces temps, il y a des possibilités d'avoir accès à une hotline, c'est-à-dire on peut appeler à d'autres moments pour avoir des conseils. Alors une remarque, à ce stade, les experts estiment que tout ce qui est arrêt de travail ou mi-temps thérapeutique, qui sont de toute façon prescrits par des médecins, sont contre-productifs puisque en phase de guérison, un collaborateur qui a un problème avec l'alcool va avoir tendance à replonger plus facilement s'il est éloigné de son travail. Alors, rapidement, ça coûte quand même entre 10 000 et 15 000 euros par personne. Oui. C'est l'entreprise qui règle ça. Voilà. La deuxième hypothèse, c'est le licenciement. Est-ce que c'est légal? Est-ce qu'on a le droit de licencier quelqu'un pour un problème d'alcool? Alors, on n'a pas le droit de licencier pour un problème d'alcool. Il va falloir licencier pour des fautes professionnelles. Ça veut dire, ça fait quoi ce que je disais tout à l'heure? On va pouvoir licencier pour des objectifs non atteints, pour des fautes professionnelles, pour des retards non justifiés. Une remarque positive tout de même, on s'aperçoit que parfois, quand on aborde justement
concernant la question du licenciement, le salarié concerné peut avoir un sursaut salutaire et de peur de perdre son travail, il va de lui-même arrêter l'alcool, parfois. Et qu'est-ce qui est fait en prévention, justement, pour éviter un petit peu, pour limiter en tout cas ces dépendances? Oui, alors c'est vrai que les entreprises ont aussi un volet prévention. Il y a plusieurs choses. Je pense notamment à une grande compagnie d'assurance qui a mis en place des sketchs pédagogiques. Ce sont des formations ludiques. Et dans ces sketchs pédagogiques, on apprend comment empêcher un collègue sous d'accéder à son poste de travail, où on apprend comment refuser un énième verre. Voilà. Autre aspect dans la prévention, il est possible pour l'entreprise de faire des dépistages par alcotest, à condition d'une part que le salarié ait été prévenu dès la signature de son contrat de travail, et d'autre part qu'il s'agisse de postes de sécurité. Dernière chose, j'ai vu récemment, il y a des entreprises qui diffusent aussi les réglementations de l'OMS, Organisation mondiale de la santé, avec des recommandations d'alcool en fonction de consommation maximum, en fonction de l'âge, du sexe, etc. C'est comme pour tout, comme dit l'adage, mieux vaut prévenir que guérir. Merci beaucoup Sandrine. Il contient les forts, soutient les faibles et ramène les égarés. Voilà comment au XVe siècle, un marchand de corsets présentait dans sa vitrine ses sous-vêtements. Une exposition est consacrée au musée des Arts décoratifs de Paris à ces dessous si particuliers. Des dessous qui ont structuré la silhouette des femmes, mais aussi des hommes pendant près de 8 siècles. 200 silhouettes allant du XIVe au XXIe siècle, avec bien sûr un grand nombre au XVIIIe et XIXe. Grande époque des corsets et des paniers, ce qu'on appelait crinolines. Cécile Guerrier-Riquier, Timothée de Rex, Alexandre de Laval et Olivier Leplan sont allés voir ce qui se cachaient sous la robe.